C'est fou quand même comment les projets peuvent mettre autant de temps à se concrétiser par rapport à ce que tu t'étais imaginé. En fait, ce que vous voyez là, ça fait des mois que je me l'imagine, que je m'étais dit que j'allais faire un projet rapide, facile à tourner, que je pourrais faire du tac au tac du jour au lendemain, sans trop me prendre la tête. Et puis en fait, tu te manges la réalité en pleine face une première fois, tu prends le temps de réfléchir, puis tu réessayes, ça foire encore. Et en fonction du projet, si tu arrives à concrétiser quelque chose, tu le concrétises au bout de quelques mois, quelques années. C'est des process qui sont extrêmement longs. Et je crois que c'est aussi ça que j'ai envie de raconter dans ce projet, c'est-à-dire comment ça se passe dans la tête des artistes pour arriver à faire ce qu'ils font et arriver à être qui ils sont. Donc bienvenue dans ce premier épisode de mon nouveau podcast, Dans la Lune. Je me présente rapidement, je m'appelle Mathis Cattel, j'ai 21 ans et bientôt 22 dans quelques jours et je suis réalisateur. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un peu de contexte sur ce que vous allez découvrir, j'en ai pour quelques minutes, vous allez comprendre. Il y a presque 2 ans, il y a deux choses qui se sont achevées simultanément dans ma vie, mes études de cinéma et mon premier documentaire. J'avais tout juste 20 ans, je disais au revoir à l'école dans laquelle j'avais passé 3 ans, où je m'étais lié d'amitié avec beaucoup de gens, où j'avais fait mes armes pour faire le métier que je rêvais de faire, et je m'étais notamment spécialisé en production, distribution en troisième année, parce que vraiment j'étais fasciné par l'idée de comprendre les rouages de l'industrie, et en parallèle de ça, mon premier documentaire sur lequel je travaillais depuis 1 an et demi sortait sur Canal+. Ça s'appelle Laisser rentrer les monstres. J'y parlais du renouveau du cinéma fantastique français. Et c'était une expérience assez dingue qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, des réalisateurs, des auteurs, des producteurs, de comprendre vraiment les coulisses du métier et de globalement vivre une expérience assez hors du commun. Sauf que personne ne t'attend. Et ça, c'est une phrase que tu entends beaucoup quand tu rentres dans le milieu du travail, que tu rentres dans un milieu qui est particulièrement compétitif et encore plus, je pense, s'il est artistique. Et effectivement, personne n'est venu me prendre par la main pour me faire devenir un grand réalisateur avec plein de projets qui travaillent tout le temps. À la fin, personne ne peut imaginer tes projets à ta place. Cette dernière année et demie, ça a été un peu compliqué d'assimiler tout ça et de rebondir. Déjà, j'ai eu l'immense chance de pouvoir choisir de ne me concentrer que sur mon activité principale et mon rêve. Et j'ai découvert du coup au passage un peu l'instabilité de ce qu'était potentiellement la vie d'artiste. Et donc j'ai eu et j'ai encore des phases où je sais pas où je vais, où j'arrive pas à me motiver, où je doute de mes capacités. Et juste je me convainc que je suis peut-être une grosse arnaque en fait. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette intro, j'ai appris il y a quelques jours que je n'allais pas faire un projet sur lequel je travaillais depuis 1 an et demi. Voilà, c'est le genre de gros coup dur sur lequel faut essayer de rebondir et rester créatif tant que possible. Si je fais le bilan, j'ai quand même réalisé plusieurs projets dans cette dernière année et demie. Il y a eu par exemple un court-métrage documentaire autoproduit qui s'appelle Les gens heureux n'ont pas d'histoire, que j'ai co-réalisé avec mon cousin, Théophile Bonpoint, et voilà, qui était un projet plus introspectif où on part des 100 ans de notre arrière-grand-mère pour raconter les valeurs de transmission des histoires dans notre famille. Et on avait notamment découvert des dizaines d'heures d'archives vidéo que nous avait laissé notre arrière-grand-père. Donc ça, c'est un projet qui est terminé et qui devrait arriver en festival dans les prochains mois. Voilà encore le genre de démonstration du temps qu'il faut pour concrétiser un projet, entre même le moment où il est complètement terminé et le moment où il finit par être accessible au public. Et puis il y a eu Ça part en prod, qui était mon précédent podcast que j'avais lancé l'année dernière avec mon pote Mathis Dell, et là qui était une émission sur les métiers du cinéma vus par les jeunes, où on recevait des professionnels de moins de 30 ans pour parler de leur métier. Donc pareil, expérience hyper enrichissante qui m'a amené à faire cette émission que vous voyez aujourd'hui. Et puis après, il y a les projets en développement, en écriture, en idées, les projets pour lesquels on attend des réponses, les projets pour lesquels on attend de trouver la bonne personne, les projets pour lesquels on fait face à la page blanche. Et puis il y a aussi ceux qu'on ne se sent pas encore prêt à affronter tout de suite. Avec le peu de recul que j'ai, je crois que toutes ces expériences et ces moments beaucoup plus calmes m'ont aussi permis de mieux définir ce que je voulais vraiment et ce pourquoi j'étais prêt à consacrer ma vie, raconter des histoires pour faire rêver les autres. Donc pour résumer l'ensemble de ce que j'aimerais faire maintenant, je veux me lancer un projet qui me redonne une dynamique de création, je veux raconter autant d'histoires que possible, je veux continuer d'explorer au maximum l'industrie artistique et ses coulisses, je veux mettre en avant le plus d'artistes en qui je crois, comprendre leur parcours et les difficultés professionnelles et psychologiques par lesquelles ils sont passés, et vous faire rêver. Mesdames et messieurs, vous écoutez le premier épisode de Dans la Lune, le podcast qui donne voix aux artistes pour parler de leur vraie vie. Ce sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. J'ai déjà des super artistes qui sont programmés pour les prochains épisodes. Et aujourd'hui, on commence très tranquillement avec Lucas Garat, un ami humoriste. Vous allez voir ça, petite discussion dans un théâtre avec le mec qui me fait probablement le plus rire au quotidien. On a parlé de continuer les études en parallèle de la scène, débattu sur le droit de se plaindre en tant qu'artiste et de flan vanille. Surtout de flan vanille.
Voilà, n'hésitez pas à me recommander des artistes que je pourrais interviewer dans les prochaines émissions. Vous pouvez soit m'écrire un petit commentaire, soit me DM sur mes réseaux. Tout est dans la description. Et j'attends aussi évidemment vos retours sur la qualité de cet épisode. Moi, je vois déjà plein de points à améliorer. Mais voilà, si vous avez des trucs particuliers à me dire, n'hésitez pas. Allez, c'est bon, j'ai trop parlé. Bonne émission. Salut Lucas. Salut, on est au Comedy Café Pigalle et on va faire du stand-up. Enfin là, je vais faire du stand-up, des blagues. Alors par exemple, blague, c'est l'histoire d'un mec, un homme tronc, il nage hyper vite et tout. Et on me dit, mais comment t'as appris à nager comme ça? C'est vraiment mon père, quand j'étais petit, il allait au milieu d'un étang et il me jetait. Je fais, ah ouais, mais c'était pas dur et tout. Je fais, non, le plus dur c'était de sortir du sac. Bon voilà, pour le sketch de ce soir, moi j'hésitais entre les thèmes, les Ouïghours ou le flan. Et là je me suis dit, Lucas, t'es un jeune, tu vas faire bouger les choses. Ça c'est le flan qui bouge, je veux pas être flan. J'adore le flan, c'est trop bon le flan, miam le flan, c'est délicieux le flan, toi t'aimes le flan? Oui. Bon de quoi? Pardon. À tout moment, allez, je t'enclenche. Je suis vandale. Et je vous jure c'est incroyable le flan. Ok, on arrive au théâtre de la Boussole. Aïe. On va tourner notre petite interview. Ça va être génial. Je me régale, le théâtre de la Boussole, j'adore ce théâtre, c'est le théâtre le plus cool. Bonjour Lucas. Bonjour Mathis. Bienvenue. Je suis hyper enthousiaste en tout cas à l'idée de faire cette interview. Alors en vrai, je mytho, on tourne cette intro carrément à la fin. Oh putain, c'est terrible. Les gens qui là font là que là mentir là sur les là. réseaux. Ouais, je suis enceinte. Et non, c'est un faux ventre. C'est un faux ventre hyper bien scotché. Non mais c'est fou. Tout le monde fait ça en plus. Hein. Mais tout le monde. Mais c'est Marem terrible. qui l'a fait pendant un mois, enfin tu sais, pendant 9 mois, elle a adopté un nourrisson. Putain, tout ça pour les allocs. Maman, on t'aura. Voilà. Bon, je pense que normalement, entre l'intro et ça, vous comprenez un peu le personnage. Lucas est quelqu'un qui me fait extrêmement rire au quotidien. On se connaît depuis un an et demi maintenant. Un an et demi. Bah, À peu près. C'était quoi, C'était vers en octobre novembre. Octobre-novembre. Ouais, c'est Ouais, ça. ça y est, ça fait un an et demi. Octobre-novembre. En fait, on Trop se connaît par l'intermédiaire d'un pote qui s'est lancé dans le stand-up, En effet. Gabriel Donzelli. Si tu passes À par la là. Scala, là, en ce moment. Mais voilà, on se connaît par l'intermédiaire de Spot où il s'est lancé, je l'ai suivi, et puis j'ai rencontré un peu les gens avec qui il s'était lancé, dont toi. Et on a été Et on s'est très très vite entendu. entendu. Notre amitié Ça a s'est matché scellée de fou. autour d'un plat immonde, la soupe. Feu. Voilà, dégueulasse. Non, mais alors, celle-là Oh. était dégueulasse, mais en l'occurrence, c'est plutôt bon de manière générale. Enfin, Ouais, moi j'en ai que des mauvais souvenirs. Mais le repas était un des. Tu sais, ces repas où tu ne fais que rigoler, mais c'était un des meilleurs repas. qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, ben voilà, donc c'est un stand-upper qui joue très très régulièrement. Vous pouvez aller le voir aussi, du coup, sur scène dans plein de comédie clubs. Faut juste le suivre sur les réseaux pour voir un peu où est-ce qu'il est. Tous les follow. Et vu qu'on tourne cette intro à la fin, je vous laisse avec l'épisode qui suit. Ouais, régalez-vous. Régalez-vous. Lucas, on est au théâtre de la Boussole. Explique-nous pourquoi est-ce qu'on est au théâtre de la Boussole. Eh ben, Mathis, tu dois le savoir, mais le Théâtre de la Boussole, c'est la première fois qu'avec le Comedy Club que je tiens avec Lucien, on a fait une date. Un Comedy Club, c'est un endroit dans une cave, normalement dans un bar. On fait des blagues, on rigole et tout. D'habitude, on est au 2.0 à côté de Châtelet. Et là, on voulait faire, pour finir l'année 2023, une date à Paris dans un théâtre. Pour histoire de faire un Comedy Club dans un théâtre, pour se dire, on est un vrai Comedy Club, on va faire les choses en grand et on a envie d'avoir... tu sais, de se faire un peu kiffer. En vrai, ça part d'un kiff. Et donc, on l'a fait au Théâtre de la Boussole, dans cette salle, exactement la même. Sauf que là, il y avait plein de gens qui étaient assis, qui étaient là. Pouah, Lucas tout nu. Ça a dégénéré. On a dû refuser des gens. Non. Et absolument aucun stress de ne pas être complet 20 minutes avant. Et on a été complet. Donc voilà, c'est plein de symboles, très heureux. Les gens sont très cool, la salle est très belle. Le Vous régisseur avez était fait top. le truc complètement à l'arrache, c'est ça? Un peu, en fait, l'organisation surtout. L'orga de, comment on paye les artistes, en fait, toute la compta, nul à chier. Tout l'aspect que en fait on maîtrisait pas du tout, c'est-à-dire nous on s'est dit on veut juste se faire kiffer, il va falloir payer la salle et les artistes. Ok, on part du principe qu'on fait tant d'argent si on fait complet, on se garde 30 balles chacun et le reste on donne tout à tout le monde. Et en fait non, là tu vois, c'est déjà une erreur de débutant, tu ne penses jamais en mode si on fait complet. Tu penses si je fais moitié du remplissage, combien je touche moi? C'est comme ça qu'il pense un producteur. Il pense comment tu vas rentabiliser le bail. Juste, je sais qu'il y a une anecdote qui me fume, mais sur la compta de ce Ginette que vous avez fait au théâtre de la Boussole. Je parle de la TVA. T'as oublié la TVA. La TVA, moi je compte. Et T'as tout. calculé sans compter la TVA. Sans compter la TVA, sans aucune, écoute rien, sans aucune taxe. Moi j'étais là, l'argent qui transvase en France sans aucun contrôle. Oui, ça peut se faire. Pas du tout. Ce qui fait que le jour J, même si on était complet, avant même qu'il y ait d'autres trucs qui viennent nous sauver, on perdait de l'argent dans tous les cas. Et en fait, Nice. de ce point de Bon vue-là, plan. on s'est dit, bon gars, dans tous les cas on va perdre de l'argent, faisons-le du mieux qu'on peut. Et du coup c'était plaisir, mais on a eu les chocottes de perdre énormément d'argent. Ok. Bon, et finalement,
exceptionnel, complet. Complet, on perd pas d'argent, on se fait même, pour être honnête, transparent, on se fait 10-15 balles, qu'on a à mon avis perdu en achetant de la bouffe pour les loges et tout. Mais en vrai, on perd pas d'argent, quoi. Enfin, en vrai, l'organisation de l'événement ne nous a pas fait perdre d'argent. On a pu payer tous les artistes. Désolé le fisc, si vous entendez ça, on n'a pas payé les artistes. Hein. Déclaration, non, on a payé comme au Comedy Club. Bon, et au-delà de l'argent, du coup, ça s'est bien passé quand même avec le public. Enfin, moi, j'étais dans la salle. L'ambiance était quand même folle. Ah, c'était. Mais moi, je suis venu à beaucoup de ginettes avant dans les bars, du coup, dans les sous-sols, machin. Cave. Et là, tu te retrouves au théâtre, l'ambiance est folle. Les gens, dès la première seconde, étaient assez ouf. Extrêmement chaud. Mais en fait, en fait, tu réalises que l'attente dans la salle de théâtre fait déjà bouillir le public un peu. On a eu un peu peur de commencer trop en retard. En fait, on a commencé 15 minutes en retard, donc ça va, ce qui est totalement honorable en vrai de vrai. Donc ça s'est trop bien passé. Et ouais, mais t'as vu les réactions, parce que toi, t'avais déjà vu tous nos sketchs qu'on fait Lucien et moi. Ouais. Mais les réactions, mais fois 1000 en fait. Et la salle de théâtre, les effets de lumière, des effets de son, on a pu faire des intersketchs qui partaient d'une idée un peu bête. On s'est régalé, juste faire rentrer Lucien en costume de meuf, enfin, tu sais, avec une perruque un peu nulle et une robe un peu sgegos. Le public était mort de rire. Et en fait, tu peux faire des trucs plus loufoques, absurdes, qui au début, tu te dis, ça me fait pas rire, mais vu que t'es dans la salle, ça crée une ambiance folle. Et toi, sur scène, ça change quoi pour toi justement, d'être sur scène ou d'être dans une cave chelou? Du coup, les gens ont pu voir l'extrait juste avant où on était c'est Bedaoui, ça? Bedaoui au Comedy Café Pigalle, qui, quand tu commences un humoriste à Paris, tu y passes forcément. Okay. À moins que si t'es pas pistonné, c'est là que tu passes. Ouais. Tu viens, on y est tous passés, qu'on le veuille ou non. Et donc la différence de ressenti entre un comedy club comme ça et le théâtre? C'est pas la même, c'est vraiment pas la même. Bah attends, une salle comme ça, les gens sont des fois mal installés. T'es là, viens consommer. Ok, tu vois, là t'as payé ta place, tu t'installes, tu sais que t'as juste à kiffer le show. Puis l'artiste il donne de l'énergie, les conditions sont faites pour recevoir l'énergie, que ce soit en termes d'acoustique, de lumière, c'est des trucs bêtes en fait. Mais c'est avoir des bonnes conditions pour rire, tu vois. Évidemment, un mec marrant, il arrivera à être marrant la plupart du temps. Mais tu n'auras pas la même quantité de rire ou la même intensité de rire sur une salle prévue pour, tu vois, que à ton repas de famille quand tu vas faire une blague. Mais là, non, quand les conditions sont faites pour, le public, tu lui envoies de l'énergie, c'est un multiplicateur de fou furieux. Et je pense que c'est pour ça que les extra montrent à chaque fois, ils sont fous, parce que tu as une salle de malades, tu as un public de malades, des Suisses, et tu as des artistes ouf. Mais ouais, le théâtre, les conditions sont trop bien. Mais du coup, c'est cool d'avoir connu le Comedy Club. Bon, maintenant qu'on a compris que tu étais une immense star, est-ce que. L'immense star en question. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui je suis? Un ami de Mathis Cattel. Mais qui je suis si Mathis Cattel n'est pas là? Je m'appelle Lucas Garat, j'ai 21 ans. Humoriste, étudiant en école d'ingénieur, en agroalimentaire. On en reparlera? Bon, je sais pas. Et, on en reparlera peut-être. J'habite à Villejuif et je viens de Lorraine, en campagne. Voilà. C'était mon rêve d'aller à Paris. Et donc, tu as débarqué à Paname. Déjà, c'est une étape ouais, de ouf. D'arriver pour ses études à Paris. Et tout de suite, tu t'es lancé dans le stand-up? Ouais. Mais en fait, j'avais déjà fait 2-3 scènes à Metz et un peu sur Paris pendant que j'étais en prépa. Parce que j'ai fait une prépa MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et en gros, parce que moi, je voulais faire du stand-up à 18 ans, tu sais, faire un truc artistique à 18 ans et tout. Mes parents, ils m'ont dit hop, si tu veux faire le clochard, casse-toi. Voilà. Et en vrai, ce que je comprends, en vrai de vrai, des parents qui sont dans la vraie vie, c'est-à-dire ma mère est caissière, vendeuse Ikea, comme caissière, mais c'est le même taf, quoi. Mon père a un peu un meilleur taf, mais c'est pas non plus, tu vois, genre mon daron mange pas en Porsche Cayenne, quoi. On a le scénic familial, ça se place, quoi. On se régale. Confort, siège chauffant. La promotion, longtemps qu'elle y est passée. Mais tu vois, genre, ils ont connu les vraies galères de la vraie vie. Moi, j'ai pas connu les vraies galères de la vraie vie. Eux ont connu les vraies galères de bouffer tout. Donc en fait, ils voulaient pas qu'un jour je me retrouve à ouvrir mon frigo et faire il y a des glaçons, je vais les gratter, ça va me faire un repas, tu vois. Donc du coup, l'objectif, je te le dis avec mes parents, c'était que j'ai un diplôme et après, en gros, ils me finançaient les études. Mais je devais faire des études scientifiques avec un diplôme. Par contre, ils me finançaient, genre, ils me payaient un loyer plus, ils me filaient 100 balles ou 200 balles en fonction de la ville où j'étais. 200 balles quand je suis à Paris. Et en gros, je faisais ce que je veux à côté. Genre, ils veulent juste que j'ai le diplôme à la fin. Et du coup, avec cet argent, j'ai tout fait pour après choper une école à Paris. Et là, ouais, moi, c'était mon rêve d'aller à Paris. C'était vraiment mon rêve. Okay. Genre, la ville de tous les possibles. Très bien. Et donc, du coup, tes premières scènes, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais le trac? Enfin, du coup, ça faisait depuis toujours que tu avais envie de faire ça? Ouais. En fait, je crois qu'il y avait toujours ce truc de se mettre en scène. Il y a toujours cette anecdote de au repas de famille, ils faisaient des grands discours. Oui, bon, ok, moi j'étais peut-être un peu comme ça, même si j'en ai un doute parce que j'ai eu une grosse période Minecraft. J'étais putain, je sais pas, putain, bon, quelles sont les salles? Hop, là, je retourne. Mais ça fait 2 semaines. Ouais, je m'en fous. Je jouais qu'à Minecraft. J'aimais trop, frère. Je mettais une carotte sur une canne à pêche, un cochon. Je me régalais. Minecraft, le jeu de ma vie. Et j'ai joué beaucoup à la console.
Mais en fait, ouais, au lycée, quand j'ai pu me faire des potes et que j'ai passé la période un peu nulle, qu'est le collège, mais je me suis régalé. Parler avec les gens, rigoler et tout. En plus, j'avais les mêmes potes qu'avant, mais les relations s'étaient améliorées, j'ai des nouveaux potes. C'est trop bien. Et là, ouais, le lycée, c'était décidé, je voulais faire des blagues. Et par contre, les premières blagues, le track, ouais, de ouf. Putain, je me dis, putain, ok. Mais t'es persuadé quand tu commences d'être le meilleur. Quand tu commences un truc, bah, t'es pas persuadé d'être le meilleur, mais t'es persuadé que tes blagues, elles sont marrantes quand même. Enfin, tu vois, tu les as déjà un peu testées sur tes potes, souvent elles marchent, tu les testes sur des inconnus et tu les dis avec un peu de. Tu les dis tellement avec d'énergie, machin, souvent, ou tu les vends tellement bien, quand tu t'es persuadé, ton premier sketch, t'es en mode, mais putain, mais je le fais, demain je suis à Montreux. Écoute-moi bien. Après, toi, t'es un mec, t'avais une confiance en toi assez forte de base, parce que. Enfin, moi, ça m'impressionne un peu comme discours. Enfin, moi, le jour où je dois me retrouver sur scène, je suis absolument pas convaincu D'être marrant. que je vais être le meilleur du monde, tu vois. Ouais, mais en fait, il y avait ce truc de. Je déteste Booba, j'aime pas du tout Booba. Ouh, Clash. T'as enculé. Et pardon. Lunatique, haute scène. On apprécie, très bon album. Mais Booba, j'aime pas trop ce qu'il véhicule et tout. Il a juste un aspect de mentalité que je trouve intéressant. Que au début, ça m'a permis de bien avancer que j'applique plus maintenant, mais que j'applique au début, c'était de dire il n'y a pas de top, c'est moi le top. Tu vois? Je suis pas dans le top, c'est moi le top. Voilà, je suis pas dans le top, c'est moi le top. C'est qu'en fait, quoi qu'il fasse, il est le meilleur. Et en fait, moi, au début, je me suis dit, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois le plus drôle. Je voulais être le plus drôle, le plus marrant. Et donc, je comprenais pas pourquoi des fois, ça rigolait, mais ça rigolait pas assez. J'étais jamais content. Mais tu m'avais connu l'année dernière encore, où j'avais pas encore changé de mentalité. Je sortais de scène toujours dégoûté. Même quand ça marchait bien et tout, je sortais, j'avais envie de me suriner, j'étais en mode putain, je fais de la merde. J'ai encore un peu ça, mais t'as ce truc de. C'est pas de la confiance en soi, c'est que je voulais réussir, quoi. Et j'étais en mode, si je suis pas le meilleur, je réussis pas. Et après, tu comprends qu'en fait, le showbiz existe, et que c'est pas du tout les meilleurs qui réussissent, c'est ceux qui ont le plus de potes. Oh bah pardon. Juste pour rebondir sur la confiance en soi, t'as l'impression que c'est quelque chose d'essentiel dans le milieu du stand-up? Ouais. En tout cas, en fait, il faut arrêter de dire j'ai fait que bider. Au début, moi, je disais tout le temps, alors que je marchais des fois bien, des fois je bidais de ouf, nul à chier. Mais des fois, je marchais bien, je disais j'ai bidé tout pour faire le mec. Enfin, pas pour faire le mec parce que j'étais pas content de moi, mais qu'est-ce que tu vas dire? Bon, les gens autour de la salle, ils l'ont vu que t'as bien marché. Et surtout, le public, il s'en fout, il a bien kiffé. Va pas Après, lui dire t'as la chance de désolé. bien marcher. Il y a des gens qui marchent moins bien. Non, mais encore, moi, je bide, ça m'arrive de bider, On bide tous, Enfin, oh là, les mecs qui disent moi je bide jamais, des gros menteurs. Plus les mecs disent qu'ils bident. En fait, il y a un entre-deux. Les mecs qui disent qu'ils bident jamais, des gros mythos, nul à chier. Dehors. Les mecs qui disent je bide tout le temps, des menteurs aussi. Bon, après, quand tu commences, ça arrive. Il y a des mecs, on les connaît, mais même là, au bout d'un moment, à force de travail, tu finis quand même par avoir un niveau convenable pour trouver un médian, tu vois. Enfin, je sais pas, toi, au début de tes premiers films, tu les trouvais tous nuls à chier ou tous très bien? Le cinéma, tu vas t'étaler vraiment sur la longueur, tu vas avoir un projet tous les ans, machin. Donc, en plus, tu avances avec l'âge. Là, vous, la différence, c'est que. Enfin, d'ailleurs, on peut reparler de ça un peu, mais par rapport à ta vie, toi, tu joues 3 fois par jour, peut-être, sur scène. Tu vois. Ouais, quand ça arrive, c'est bien. Il y a des jours où tu joues 3 fois. Ouais. Ou 1 ou 2, mais tu joues presque tous les jours. Et donc, tu as aussi l'occasion de beaucoup tester, de beaucoup te foirer, de t'améliorer très vite. Dans le cinéma, laisse tomber, nous on fait un film, si tu fais un film par an, t'es trop fort. Ouais. Et donc là, oui, tu vois de l'évolution, mais c'est trop compliqué parce qu'en plus, tu vas passer d'une histoire à une autre. Là, vous testez 150 fois le même passage de 5 minutes. La virgule près, ouais, bien sûr. Jusqu'à ce que voilà, vous maîtrisiez le ça truc rentre de bien. fou et que vous puissiez passer à l'étape supérieure. Mais voilà, est-ce que du coup tu peux parler un peu de ta vie, de ton quotidien, enfin si tu joues vraiment autant que ça? En vrai, là, un peu moins, mais là, ça recommence à revenir. J'ai une période un peu creuse où je jouais que 2-3 fois par semaine. Et là, je commence à avoir une date où j'arrive à jouer tous les soirs. Le quotidien, il est classique. Les quotidiens où j'ai pas de scène le soir, je me lève à 8h, cours à 8h30, tire au toto, on est navré. Oh, ça sent une horreur. Et je me lève à 8h30, en gros, en semaine. École, je finis à 18h. Le soir, je rentre. Et en fait, j'ai des devoirs. J'aimerais bien écrire et tout. Je me retrouve à faire un Fortnite avec mes colocs. Et voilà, aucun top 1, nul. Je vais me coucher, dégoûté. Je me couche trop tard parce que je regarde même pas de film. Tu sais, je scrolle sur TikTok, Twitter. Le cerveau ruiné. Ruiné en ce moment. Je ne fais rien à part de me bousiller le crâne. Et quand j'ai des scènes, ça va. Tu joues. Le soir, souvent, tu as 1 ou 2 collègues que tu aimes vraiment bien, que tu croises. Tu te marres, ça déconne. Ça bouffe un kebab. Et tu rentres. Si tu as une autre scène après, tu enchaînes avec l'autre scène. Bon, tu finis à quoi? 1h, minuit. Tu vois, des fois, tu rentres à 23h, ça va. Mais ouais, le quotidien, c'est école jusqu'à 18h en général. Après, scène. Mais après, tu vois, le jeudi, genre, j'ai pas cours l'après-midi.
Bon, bah là, c'est plus tranquille et j'essaie de prendre le temps d'écrire. Ça, c'est pareil, il y en a pas beaucoup en vrai, je pense, qui font les deux entre études et stand-up en parallèle. Ça va, t'arrives à gérer Il y en a beaucoup qui ont un taf à côté. Il y a Tanguy Noyer qui est comptable à côté. T'en as pas mal qui ont des tafs, mais qui ont des tafs où ils peuvent faire à la maison. Tu vois, il y a des tafs de monteur. Il y a beaucoup de mecs, trucs qui tournent autour de la création aussi. T'as beaucoup d'auteurs, de mecs d'audiovisuel. Tu vois, JP, il est auteur pour des séries, tout ça. Après, les études, je sais aussi que c'est très prenant et que potentiellement, t'as plus de taf à faire chez toi en rentrant que. Ouais, mais que quand tu taffes. en débutant, il y en a beaucoup après de confirmer. Je dirais pas que je suis confirmé, moi je suis pas du tout confirmé, mais qu'on voit dans les gros plateaux qui sont vraiment étudiants à côté, non, je pense pas. Ou alors ils ont un truc où ils sont en 5e année, tu sais, ils ont fait passer ça sur un BTS, machin. Mais le moment charnière, non, pas trop. Et du coup, toi, t'arrives à gérer les deux, c'est pas trop épuisant? La version parfaite, je te dirais, mais oui, je gère très bien. La version honnête, non. J'ai un gros problème d'agenda. Je sais pas, j'arrive pas à me dire, bon, bah là, j'ai 2 heures, je ne fais que ça. Et j'en parle souvent avec Veufla, un pote à WAM, humoriste, un super pote, tu connais. Il me dit, mais gars, toi, quand tu fais un truc, tu fais pas un truc 1 heure, tu fais plein de petits trucs, ce qui fait que pendant 1 heure, en fait, t'as fait 5 minutes de tout, mais t'as rien fait de bien. Enfin, tu vois, il a pas tort. Ça pourrait paraître méchant, mais c'était hyper didactique et vrai. En fait, je pense que même ça doit être le truc pour les chefs d'entrepreneurs ou même les. En fait, c'est pour ça que, tu sais, les gens qui disent à des gens, tu sais, les gens qui disent à des caissières ou des mecs qui ont un taf pour eux en disant, vous pouvez changer en créant votre business et tout. Mais gars, quand t'as ta famille, un taf, les courses à faire, tu rentres, les gars, t'as pas 30 minutes à toi. Tu rentres, t'as les gosses à t'occuper, tu dois aller les chercher. Ok, bon, bah, ils vont leur goûter, donc tu prends le goûter avec eux, parce qu'il faut passer quand même du temps et tout. Après, ils veulent jouer, bon, bah, tu les déposes. À la limite, là, ils jouent un peu à la console, t'as 30 minutes. Et encore, t'as les factures à faire, t'as les courses, tu vois, bah, t'as des lessives. En fait, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui, soit en général, ont une vie familiale désastreuse, en vrai, parmi les artistes, soit c'est quand ils sont jeunes, tu vois, quand, bon, bah, je vais me coucher à 4h du matin, mais parce que, ouais, mais j'ai envie d'écrire une blague sur les pecs qui puent, ça, tu vois, donc ça marche. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui sont déjà plus vieux et qui se lancent alors qu'ils ont déjà une vie à côté. C'est trop dur. Trop. Moi, je trouve ça trop dur. C'est pas d'excuses et tout. Arrêtez. Les mecs qui disent pas d'excuses et tout, en général, ils ont une enfance dorée et tout. Va commencer à monter tes premiers TikTok et tout si t'as même pas un Mac ou un PC avec une carte graphique. Va monter tes TikTok, tes premiers TikTok, montage, effets spéciaux, tout ça, sur le PC de la bibliothèque de Charleroi. Putain, le fichier, il est corrompu. Bah ouais. Avec le mec à côté qui se branle. Oh putain, qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu vois, je me suis un peu égaré du truc, mais c'est dur de. Après, là, c'est se trouver des excuses. En vrai, quand il y a des mecs motivés, ils y arrivent et tout. Mais ouais, j'ai du mal à condenser ce que je dois faire en peu de temps et à pas mélanger les deux. Tous les mecs de l'école savent que je fais du stand-up. Ils savent que ça déborde sur ma vie. Mais même les profs, ils sont au courant. Et donc, en termes de carrière, là, t'as quand même envie d'évoluer dans le stand-up ou comment ça se passe pourquoi continuer un G? Un G, c'est pour les parents. La vérité, c'est pour les parents, les grands-parents, les proches. Tous les proches. Tu sais, il y a un moment, j'ai eu une discussion sérieuse et puis tu sais que c'est vraiment de la vraie famille. Tu vois, t'as passé cette étape et tout, qui sont un peu plus adultes, veulent que j'ai le diplôme, mais parce que ils connaissent la vraie vie. T'as pas de diplôme en vrai. Des fois, tu fais même pas des tafs tout pourris si t'as pas de diplôme. Sachant que là, en plus, l'argument il se tient. Je suis en 4e année. Il me reste 6 mois là et 1 an, dont 6 mois d'Erasmus. Mais le diplôme, je le fais pour les parents. Je le fais pour en faire. Et puis, en France, on est un truc où on valorise quand même vachement le diplôme. Même si après, je ferai humoriste, je sais très bien que dans les plateaux, ils iront dire ah, bah, vous êtes un G, machin, etc. Donc, d'un coup, même si je ferai que de l'absurde, ma parole aura plus de valeur. Et c'est terrible de penser comme ça, mais oui, en vrai, en ayant une discussion, bon, bah écoute, s'il faut le diplôme, tu vois, Dupontel, on rappelait souvent qu'il a fait 4 ans d'école de médecine avant de faire du sketch. Donc, je sais pas pourquoi on valorise à ce point, on querelle à ce point l'intelligence et les diplômes en France, mais bon. Et après, non, l'objectif serait vraiment d'avoir une carrière dans le stand-up ou en tout cas dans un truc artistique qui permette de faire des blagues. Tu vois, scénariste, tout ça, je kifferais trop. Mais ouais, l'objectif serait vraiment faire que des blagues. Pour parler un peu plus de ce que tu racontes sur scène, contrairement à beaucoup d'humoristes, tu parles pas vraiment de ta vie. Enfin, t'en parles forcément, mais t'as un gros sketch sur les flancs. Ah oui. Tu te prétends être influenceur. Influenceur, en effet. Et ça. J'ai mangé tous les flancs. Voilà, je sais qu'il y a un autre humoriste, Alexis Rossignol, qui a un sketch sur le flanc, qui est très bien. Mais heureusement, on n'est pas sur le même registre, on fait pas du tout le même sketch. Mais moi, en termes de flanc, je suis incollable. Ok. T'as fait tous les flancs de Paname? Pas encore, parce que gars, ouais, flanc de créateur aux graines de yuzu, le flanc il est vert pomme. T'as enculé. Excuse-moi, le flanc il est blanc ou jaune. Et donc, d'où cette passion du flan? C'est quoi ce délire? Mais prom dog, en fait, juste un jour, je vais en boulangerie avec un pote et lui il prend un sandwich, tu sais, à la ficelle de chorizo, je sais pas quoi là. Moi, je vois un flan là et je me dis, ça a l'air trop bon. Je prends le flan, première bouchée,
je sais pas comment dire, mais ce que j'ai toujours recherché. Genre, un délice, mais c'est quoi ce bang? Je commence à pleurer sur le flanc, là. Je me dis, mais c'est délicieux. Et en fait, je capte que, genre, dans une semaine, là, à un moment, j'avais mangé 8 flancs. Genre, je sortais, je croisais une boulangerie, je fais, attendez, les potes, j'allais acheter un flan. Et à un moment, je trouve le meilleur flan de France, je mange le meilleur flan de Paris, pardon, flan gagnant, il s'appelle. 8 €. Donc, je mange mon somme, mais en même temps, le bonheur, je mange, putain, je pleure, je commence à faire, mais incroyable. Et en fait, je sais pas, ça m'est pas honnête, j'ai développé une lubie. En fait, c'était ma passion, le flan. Mais t'es devenu Regardez fou. Enfin, là, tu tiens une note, c'est ça? Tu tiens Ouais, une note, une note, et même j'ai des critiques Google Maps et tout. Là, je suis plus 3 jours. classifie les Les flans. flans, et les tout. meilleurs. Bah ouais, mais j'aime trop le flan. Ok. J'aime trop le flan. Et en fait, un de mes premiers kiffs, du coup, c'est la boulangerie Alexine, qui est trop correcte. Je leur fais de la pub gratos. Bah ouais, ils sont trop sympas. Leur flan est bon, pas très cher. Et c'est trop bon le flan vanille. Et en fait, c'est trop cool parce que ça m'a rappelé cette passion d'enfant que des fois, tu kiffes un truc, pendant un mois, tu te saignes au truc, et après, tu t'en lasses. Bon, là, je continue de le saigner parce que ça me fait kiffer, mais il y a eu un moment où je me faisais que ça. Ça reste ma pâtisserie préférée. Même si là, je commence à bien kiffer le Paris-Brest. Prom dog. Paris-Brest, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça se défend bien. Et donc, du coup, tu as développé tout un univers en vrai autour du Ouais. flan. Le flan verse. Mais globalement, ton humour est ultra absurde. Ouais. Et pareil, d'où est-ce qu'il vient ce côté absurde tu es tout le temps absurde, même au quotidien. Non, mais je sais pas, en vrai, comment qualifier mon style d'humour je dirais que moi, c'est surtout. Tu reproduis souvent ce qui te fait rire le plus. Et moi, au moment où ça allait pas trop, on s'en fout, mais Bastille Caplin, c'est celui qui me faisait le plus rire. Ou Roman, quand il allait chercher des trucs fous, bref, dans la rapidité. Et en fait, je crois que j'ai nourri un peu de ce truc-là. Et après, j'ai découvert Faré qui m'a intéressé dans comment il parlait des choses, des gens, des sentiments. Et je pense qu'il y a un mix. Et moi, ce qui me saoulait, ce qui m'a énormément énervé au début, quand moi je commençais, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui faisaient de l'humour juste pour baiser. Enfin, tu le vois, ils se mettaient pas en danger, ils voulaient être beaux et ils voulaient dégager quelque chose. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, en fait, j'aime. T'as ce moment où tu rigoles tellement, c'est tellement con, machin, que t'as envie de te pisser dessus. Putain, tu te régales. Bah là, c'est excellent. Le passage d'Aymeric Lompré au Montreux, il est incroyable. Avec son t-shirt I Love Kev Adams, il est trop bien le passage. Et il fait pas ça pour être beau, il fait ça pour être marrant. En fait, je m'en fous de. On a trop kiff. Je m'en bats les couilles. Me dis pas que je veux que t'aies pleuré de rire, je veux que t'aies mal aux abdos. Tu vois, et peu importe comment j'y arrive. Après, en fait, moi aussi, le kiff que j'aime trop, c'est l'humour en général. Faire plusieurs styles d'humour. Tu vois, genre, j'aime trop Raymond DeVos. Tu vois, rien, c'est rien. En fait, même les vieilles blagues et tout. Mon rêve serait dans le premier spectacle de pouvoir explorer tous les styles d'humour. Ne pas être cantonné qu'à l'énergie, qu'au machin. Paul Mirabel, quand il est sorti, c'était une claque pour tout le monde. C'était trop frais. Tu vois, et ça, je me souviens que Paul Mirabel, il avait réussi à unifier dans mon salon mon grand-père, ma mère, mon frère, tout le monde se marrait devant Paul Mirabel. J'irais pas à caractériser mon humour, mais je dirais juste que dans la vie, je suis quelqu'un de speed. Bah là, vous devez l'entendre, je parle vite. Ça va vite. Je pense que j'ai un peu de jugeote, sans trop en faire. Mais donc ouais, je pense juste que ça se traduit par ça, quoi. Ok. Et tu penses que du coup, c'est essentiel d'avoir un personnage et un style avant de se lancer dans le stand-up, ou c'est quelque chose qui vient. Enfin, il y a aussi la question du travail. À quel point en fait faut s'acharner pour faire rire. Mais le travail là, moi j'ai envie que tu quittes là la pause d'intervieweur parce que je vais te poser des questions. Moi je trouve que le travail, quand j'étais en prépa, je trouvais que tout le monde qui parlait de travail dans le stand-up ou dans le milieu artistique, j'étais en mode mais il se branle la nouille. Oh, c'est du boulot, c'est des années de travail et tout. Il m'a fallu 4 ans. Oh, arrête. T'es là, ton taf c'est de faire rire les gens, ou tu vois, ton taf c'est de faire du. Comment ça c'est du travail? Parce que moi j'associais trop ce truc, le travail, j'ai bossé en intérim à Leroy Merlin. J'étais en mode c'est pénible, c'est relou, même si je kiffais un peu le taf en vrai. Je te jure, va te lever à 6h pour lever des palettes. Mais gars, les streamers, y a rien de plus qui m'énerve. Oh, c'est trop dur comme taf et tout. Arrête. En plus, les mecs qui sont même parcelés, les mecs qui sont parcelés, qui disent que c'est dur comme taf, arrête. Va lever des palettes à 5h à Rungis, reviens. Ah, mais gars, tu te plaindras jamais. En fait, c'est avoir un peu de décence. Donc, je dirais pas que c'est un travail pénible. Ça prend du temps. En fait, ça prend du temps. Mais même toi, tu vas le savoir, faire un bon film, ça prend du temps. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est du taf, mais c'est pas pénible. On n'a pas le droit de se plaindre. Enfin, on n'a pas le droit de se plaindre. Ouais, alors ça, Alors ça, je vais le retirer et je pense que je vais cutter ce passage, mais... Non, mais cut pas, vas-y, va au bout de la pensée, parce que c'est intéressant. Je trouve que tu parles pas assez, moi, je veux que tu parles. J'étais en train de dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre. C'est pas entièrement vrai. Je pense qu'on a aussi le droit de se livrer et de sortir ce qu'on a sur le cœur. Bien sûr. Tu vois. Et c'est peut-être aussi ces trucs-là qui nous poussent à être artistes. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a le droit de s'exprimer. Mais effectivement,
faut pas abuser non plus et on fait pas des travails pénibles. Ouais. Mais en fait, dans quelle limite moi, c'est toujours ça la question. Dans quelle limite on peut se plaindre, tu vois? Genre, en fait, tu vois, va parler à un mec je sais pas, qui coupe du bois dans le froid, qui a mal, qui a des mains explosées. Il va dire ah mec, en ce moment, le taf, c'est trop. En fait, je pense que tu peux te. C'est pas en fait, le mot plaindre, il est trop. Moi, il a trop une connotation de chouineur. Genre, moi, tu me dis plaindre, j'entends. Arrête de faire le gros bébé, là. Ah, et en plus, il s'est chié dessus. Ah, c'est pour ça qu'il pue la merde. Enfin, bref, tu vois. Mais en fait, pour moi, tu peux dire aussi ce qui va pas. Il faut le dire quand ça va pas. Faut pas non plus que tu portes en disant j'ai pas le droit de me plaindre. Ça, c'est trop un truc de daron de notre génération d'avant de dire oh, j'ai pas le droit de me plaindre. Ma mère, que ça. Elle se plaint pas, mais le soir, elle rentre, fait oh, j'ai eu des clients chiants et tout, mais je me plains pas, je me plains pas. Mais tu peux dire ce qui va pas. Mais par contre, trouve le. En fait, tout est dans la manière de qui le dit déjà. Tu vois? Est-ce que tu vois, et comment tu le dis? Est-ce que ça me fait chier, j'ai beaucoup de taf, je suis un peu fatigué. Bah oui, ok, bien sûr, là, dis-le, et bien sûr, tu as le droit d'en parler, ça crée des discussions, et c'est le fait d'être honnête avec les personnes autour de toi, faut pas mentir. Mais il y a le fait de surenchérir en disant putain, mec, t'imagines pas la pression que j'ai sur moi, c'est trop dur, j'arrive pas à tenir. Tu fais quoi? Je fais des TikTok. Bon, hein, pour dire Kokoubé et aller cramper à Pagnan à longueur de journée. Je pense que c'est pas interdit de se plaindre, peu importe ta classe sociale, etc. Je trouve toujours qu'il faut trouver le respect dans comment tu le fais. Ouais. Un mec qui vient de perdre son fils, tu vas pas lui parler du fait qu'on t'a volé 20 balles dans le métro. Enfin, ou alors c'est pour détendre l'atmosphère. En fait, c'est toujours ça. Et après, c'est peut-être parce que moi aussi, avec les plateformes et tout, des fois, je prends le temps, j'écoute des trucs alors que c'est pas ma période d'écouter des podcasts où les mecs parlent de leurs problèmes alors qu'ils sont influenceurs et tout, tu vois. Et influenceur, je pense que ça doit être une pression de fou, tu vois, en vrai, sociale, machin et tout. Mais en fait, vu que tu as comme contrepartie énormément d'argent. Et après, sans même faire énormément d'argent, juste pouvoir vivre de sa passion. d'un truc aussi tranquille. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas pénible. Voilà. Ok, en fait, j'avais plusieurs questions autour de la notoriété. Et, Ok. et en fait, à commencer déjà par la base, c'est-à-dire quand tu rentres dans le milieu du stand-up, tu te mets à jouer avec énormément de gens. Bien sûr. Autour de toi, tu vois de plus en plus de stand-uppers, tu De gens passes dans connus. des plus grands plateaux, Ouais. et il y a deux choses, soit tu vois les gens devenir connus autour de toi, alors peut-être que ça fait pas suffisamment longtemps pour que tu aies pu observer ça. Si, un peu. Fugazi, on l'a vu débutant, et là, enfin, pas débutant, pas du tout débutant, mais on l'a vu enfin, il n'était pas encore connu du grand public, Ouais. et là, il va péter. Ouais. Et après, juste jouer avec des gens connus. Moi, je t'ai vu sur des plateaux où juste après, il y a Paul Mirabel, Ouais, Verino, il y a Verino, il y a. Ça y est, j'ai oublié son nom. Moi qui me fait péter des barres, putain. Santini. Santini, bien sûr. Et voilà, donc qu'est-ce que ça fait de traîner dans un milieu où les gens deviennent ou sont déjà connus? Bah, c'est en vrai, le milieu du stand-up, par contre, c'est des gros commérages quand même. Enfin, tout le monde connaît un peu tout le monde. Et en fait, il y a un mec qui disait ça, il disait on a beaucoup de collègues. On a pas mal d'amis, on a beaucoup de collègues aussi. Beaucoup de gens, bah, tu les vois, tu rigoles un peu, mais c'est pas tes best friends forever, tu vois, vas pas les inviter à ton anniv et tout. Bah, en fait, ça change rien. En fait, ce qui est trop bien avec le stand-up, c'est que mec connu, un gros influenceur, machin et tout, sur scène, il est pas marrant, le public, il rigole pas. Voilà. Ce qui change, c'est qu'en général, si les mecs sont connus, bah, ils commencent directement par des plus grosses scènes, mais du coup, ils se mangent des plus gros starts, tu vois. Après, s'ils sont marrants, bien joué à eux, hein, tu vois. Et on leur souhaite tout le bonheur du monde, que quelqu'un leur tende la main. Mais ouais, en vrai, non, pas tant que ça, parce que dans les loges, on est tous les mêmes à répéter nos blagues, à être pas stressés, ou des fois être en mode, bon, ok, je me mets dans quelle énergie, à regarder le public, comment il va réagir, on veut savoir comment ça se passe. Donc en fait, connu, pas connu, peut-être en dehors de la vie, enfin, tu vois, on n'engrange pas, on n'a pas tous un spectacle et tout, mais dans les loges, sur un plateau, bon, on est tous dans la même situation, quoi. Et il y a des modèles vers lesquels tu tends, en termes de stand-upper? Bah, Baptiste Caplin, moi je suis très fan. Très fan. Je trouve qu'il a une bonne carrière, j'aime bien ce qu'il fait. Il a bien évolué. Kian, j'aime trop aussi. Enfin, Kian, c'est un peu. Le rêve, c'est que Kian a créé, je pense, chez pas mal de mecs qui avaient envie de faire ça ou qui étaient bloqués à la campagne. Ce qu'a fait Orelsan dans le rap, tu vois, c'est qu'il a permis à dire ah, tu viens de là? Tu peux. Tu vois? Dupontel, j'aime trop aussi sa carrière, même si je suis pas d'accord avec le truc. Moi, je pense que la scène, c'est vraiment là où je suis plus heureux. Je reviendrai toujours à la scène. Mais voilà, quoi. Ouais, j'ai pas de modèle type de carrière. Je remarque juste que j'essaie de prendre les meilleurs conseils des types que j'aime bien. Tu vois, bien s'entourer. Tu vois, l'amitié, c'est pas que dans le taf. Tu vois, t'as des mecs avec qui tu as beaucoup travaillé, on travaille ensemble, mais on est amis en dehors, tu vois.
Là, si je t'appelle, bon, bah, Mathis, on va manger des cookies, tu me dis oui. Tu me dis non, c'est un enculé. Quoi? Putain, il veut pas manger des cookies. Mais ouais, l'entourage. L'entourage. Moi, je pense que le modèle que je chope, c'est l'entourage. Tu vois, je sais que Veufla m'aide beaucoup à pas faire des grosses décisions de merde. Ouais. Et ton rapport au Comedy Club aussi. Enfin, c'est-à-dire, je voyais. Enfin, ça m'a un peu étonné de voir Paul Mirabel qui revient faire un 5 minutes dans une cave, alors que le mec il remplit le Grand Rex et les Zéniths et machin. Et le mec il revient quand même dans la cave du Ginette. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais ça m'a presque touché, quoi. L'humilité. Et ouais, c'est ça, il y a quand même une sorte d'humilité. Est-ce que toi, c'est un truc que je ferais? Ah ouais. bah ouais. Ah bah, t'es hyper attaché au Comedy Club Ah ouais. En fait, moi, je te dis, si je perds, là, imaginons, je perce. Et il y a des bons Comedy Club qui ont un message, parce qu'après, il a choisi quand même. Le Ginette, c'était, tu vois, on bosse bien avec Lucien pour essayer de rendre le truc plus quali. Là, mec, on a fait des améliorations, il y a une scène, il y a des mousses anti-son. En plus, là, quand elle est venue, on a eu des problèmes de son, mais là, c'est vraiment mieux réglé. On bosse vraiment pour le rendre mieux. Mais ouais, même quand je suis connu, si tu me proposes plein de dates le soir, je vais essayer d'en faire un max. Tu vois, bosser. Bah ouais, t'as la possibilité de jouer, t'écris des vannes l'après-midi, tu peux les tester le soir dans 6 endroits différents. Ah, oui. En fait, le but, après, c'est toujours le plus marrant possible pour le public quand tu vas faire une version finale, quand tu vas proposer la version finale qui est ton art, genre le spectacle. Donc, mieux tu peux te préparer, mieux c'est. Donc, ouais, carrément. Moi, j'aimerais trop et. Je rêve de ce moment où je serai assez connu pour que tout le monde dise « Oh, s'il te plaît, viens chez moi. » Ah bah ouais, oui, j'ai trop hâte. Enfin, j'aimerais trop, tu vois. Et donc, vis-à-vis de la notoriété aussi, t'as lancé un truc qui s'appelle les vlogs douteux sur TikTok et qui a fait des millions de vues, en vrai. Comment t'as eu l'idée de ce truc et comment t'as vécu les retombées Millions de vues TikTok, hein. Ce qui équivaut à 100 vues sur Dailymotion ou Vimeo. Donc on est vraiment. Enfin, il y a aussi cet effet où tu joues dans un comédie club et t'as des gens qui viennent te voir parce qu'ils t'ont vu dans les vlogs douteux. Ouais, un peu. Bah ça c'était cool. Rien. Ça c'était trop cool. Comment j'ai vécu la micro, à un moment, pas la micro célébrité, mais à un moment on m'a reconnu quand même. Le moment où ça a buzzé, on nous a reconnu quand même pas mal de fois dans la rue avec Veufla. Marrant, de ouf. Moi j'ai appelé ma mère direct. Moi j'étais là. Putain maman, le mec m'a reconnu, il m'a dit que j'étais le mec des vlogs douteux. Putain, on est devenu fou. Tu peux juste expliquer vite fait ce que c'est les vlogs douteux? C'est des petites vidéos où on se filme avec Flavien, on part faire quelque chose ou rien, on se balade dans la rue et on fait des blagues. En fait, on fait des blagues, genre ça pourrait ressembler à une séance de premier jet d'écriture. En fait, on se balade et on part d'une idée, il y a des trucs, on voit des trucs dans la rue, bam, on fait des vannes, on surenchérit. Et au montage, on regarde ce qui nous a fait le plus marrer. Et en fait, c'est marrant comme comparaison. On avait commencé avec ça pendant que Léna faisait ses vlogs d'août. Parce que moi, je disais, Veufla, en fait, pendant l'été, il n'y avait pas de scène. Avec Veufla, moi, je disais, putain, je veux trop faire les vlogs prout. Veufla me fait, c'est une merde. Faut faire les vlogs d'août en mode le doute. Et on finit par trouver cette idée de vlog douteux. Et en mode de douteux, la doutance. J'ai un doute. Et ça a bien marché. Et là on aimerait bien capitaliser sur ça pour faire de la radio, tout ça. Et le duo avec Veufla fonctionne bien en ping-pong, tu vois. Voilà. Donc, ouais, trop cool. Voilà. Et toi aussi, non? Attends, moi, je veux qu'on parle. On parle trop d'hommes, pas assez de toi. Toi aussi, t'as connu un peu un moment quand Laisser rentrer les monstres est sorti. T'as connu un moment où t'as quand même eu accès à plus de trucs. D'un coup, tu vois, le showbiz t'a paru plus accessible. Le showbiz où tu vois la. Non, avec le recul, je pense que c'était. Alors, d'une part, il y avait. Si j'avais ce sentiment-là, je l'avais pas énormément, mais si je l'avais, c'était faux. Enfin, j'avais pas plus de portes vraiment qui se sont ouvertes. Enfin, j'ai gardé des contacts dans certains endroits qui me permettront peut-être à un moment de développer quelque chose. Mais pour l'instant, c'est quand même assez limité ce que ça m'a ouvert comme porte. Alors, il y a quand même le côté j'ai fait un truc pour Canal, donc ça me crédibilise auprès de certaines personnes, ou même quand t'en parles. Même en tant que si je vais aller filmer n'importe quoi. Tu dis je suis réel pour Canal, ouais. Ça passe un peu mieux. Mais non, après, en termes de porte ouverte, voilà, ça se limite un peu à ça. Et après, en termes de grosses têtes sur les chiffres, et tu te dis, oh putain, c'est trop bien, j'ai fait des centaines de milliers de vues. Pas du tout, je ne sais pas. Attends, t'as pas de retour des chiffres? Aucun? Je n'ai pas de retour de chiffres, parce qu'ils ne le donnent pas. Mais voilà, donc j'ai pas eu cet effet-là de ah ouais, ok, c'est un phénomène, ou alors c'est un flop. D'accord. Oui, donc ça m'a pas tellement affecté, peut-être pour le mieux à ce niveau-là. D'accord. Mais oui, après, en fait, sur le moment, quand tu fabriques le projet et quand ça sort, t'as quand même un boost d'ego où t'es là, putain. Je vais conquérir le monde et tout. Bah oui. Mais ce qui est normal, en vrai de vrai.
Enfin, c'est même dans tous les tafs. Ouais, Quand ouais. t'as fini un gros projet, tu vois, les mecs qui achètent leur premier appart, Ouais. enfin, tu passes une big step où mentalement, Ouais, et puis- tu finis un truc, donc t'es là. Pouah Bah, et puis tu finis un truc, mais c'est des projets en plus qui sont extrêmement longs à mettre en place. Et en fait, si t'es pas absolument convaincu que t'es en train de faire le meilleur truc du monde, ça marche pas. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Après, tu prends très vite du recul sur ce que t'as fait. Ah oui, Mais- quand c'est fini, Voilà. ouais. Mais Oui. quand t'es en train de le fabriquer, enfin, je sais pas si c'est hyper comparable avec le stand-up parce que Non, non, vraiment, vas-y. comme c'est hyper long, les processus, et que enfin bon, T'as là, pas de moi, retour constant. dans le monde du documentaire, on va dire que les durées, c'est 1 an minimum, 2, 3, 4. Et dans la fiction, ça peut être plus 5, 6, 7, 10. Il y a des gens, c'est interminable les durées pour faire les projets. Enfin voilà, t'es obligé de croire à 2000% à ton projet, quitte à ce que en fait, tu te sois fourvoyé dès le début, en fait. Enfin, que D'accord. tu en fait, es en train de faire un projet de merde et tu t'en rends pas compte tout de suite. Je pense que dans le stand-up, comme tu peux tester, Tu captes que la blague est pas drôle. voilà, tu changes et t'améliores assez rapidement. Donc voilà, non, c'est ça en termes d'ego. Je pense que c'est des vagues beaucoup plus grosses. T'as, dans le ciné, enfin en vrai, je dis beaucoup plus grosse, je sais pas, mais dans le ciné, t'as vraiment un truc de t'es tout en haut ou t'es tout en bas, et les périodes sont longues. D'accord. Tout le moment où tu fabriques et que ça sort et tout, t'es hyper bien. Puis après, t'as forcément, ou Une presque retombée, forcément, ouais. derrière une période de creux parce que les projets peuvent pas s'enchaîner aussi vite que ça. Comme c'était prévu, quoi. Et d'ailleurs, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, mais t'as dit très brièvement qu'il y a une période où t'allais pas bien et que du coup, tu t'étais mis à consommer énormément de stand-up. de Ouais. stand-up. Ouais, bien sûr. Et t'avais chopé des références et tout. Est-ce que tu penses que le stand-up t'a aidé à t'en sortir à un moment dans ta Ah vie ouais, carrément. Carrément. Après, moi, j'ai toujours consommé à fond de contenu multimédia sur Internet. Ouais. Enfin, je dis multimédia parce que tu as des mèmes, des vidéos YouTube. Je suis un gosse, enfin, tu vois, le peur de Minecraft, j'avais toujours un deuxième écran. Gros nerd. Déjà, c'était un deuxième écran. Mec, le nombre de vidéos YouTube qui sont passées, tous les podcasts et tout, mais j'ai dû les voir mais des centaines de fois. Ouais. Et donc, toujours consommer ça. Et quand il y a eu un moment, un truc triste, moi, à 17 ans, il se passe un événement un peu tristoun, je suis trop triste. Consommer, genre, mais tellement de spectacles. Merci à ces types qui republient sur YouTube des gros DVD rip de spectacles d'humoristes très connus. Et je suis tombé sur plein de vieux trucs. Et ouais, le Caplin, ça a été. Mais Origine, j'ai dû le voir, mais je sais pas, 15 fois, 20 fois. Origine, c'était le meilleur spectacle de stand-up. Et même les passages de Roman où il dit le vibromasseur qui fout dans le désert, Kian, Pulsion, je les ai vus plein de fois. Mais ouais, parce qu'il y avait ce truc de. En fait, c'est là que ça se trouvait vraiment son sens. C'était marrant à chaque fois. Genre, mais je connaissais la blague, ça me faisait marrer. Et c'est pour ça que ça me fait marrer le comique de. Tu vois, parce que un truc comme As, c'est un truc que ton cerveau peut toujours trouver ça marrant. Alors qu'une blague dite, quand tu connais la chute, fait marrer 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu l'oublies, ça te refait marrer, mais on te la répète à longueur de journée, t'es là bon. Alors que tu vois, on a toujours déjà ce délire avec un pote, une fois, genre il fait et toi, tout le monde à la fin, tu fais la journée. Et les gars, tu me passes le tu vois, et tout le monde fait Bon, c'est un exemple nul. Mais c'est pour ça que le Caplin, je trouvais ça trop bien parce qu'il y avait un truc au-delà des blagues, il y avait un truc visuel et sonore, une musique qui était trop bien. Bon, et donc du coup, on parlait de coup dur. Il y a eu un autre coup dur qui est arrivé il y a quelques mois, Ouais, je sais. on m'a coupé le prépuce. Ouais, parce que ma meuf est feuge et ça, ok, tu veux qu'on en parle? Ça, Le judaïsme, c'est un gros coup dur. Bah là, mauvais timing avec ce qui se passe en ce moment. C'est pas pour autant qu'il faut tout mélanger. Waouh, pardon, on va pas aller sur ce sujet. Non, pas du tout. Mon prépuce est bien accroché. Il est là, capuché comme jamais. Ok, à toi. Non, donc tu devais faire un projet pour un Plateforme de média, streaming. une plateforme de De streaming. streaming. Je sais pas jusqu'où on peut aller dans Non, ce mais qu'on peut dire, mais en gros, j'avais passé pas mal d'auditions et de casting. J'avais été sélectionné pour une grosse émission. On dira pas le nom. On m'avait promis. sans rentrer trop dans le détail. Sans rentrer trop dans les détails, on m'avait promis Monts et Merveilles. 1 mois ou voire 15 jours avant le tournage. Le moment où, ah bah ok, c'est bon. Tout était confirmé. J'avais signé, papier, rendez-vous, j'enchaînais. J'avais vie de stand-upper, étudiant, et à côté ce truc de projet, quoi. Et donc j'étais en mode, mais ok, mais nickel, quoi. Nickel.
Et on mariait, du jour au lendemain, je reçois un coup de fil d'un producteur qui me dit bon, t'es Vince du projet. Ça a fait mal. Et on t'a pas dit pourquoi Bah, il y a eu des bruits. On m'a dit que c'était pas à cause de l'artistique. Les mecs avec qui j'ai été en contact depuis le début ont été très cool. Ils m'ont appelé même sur les heures en dehors du travail pour m'expliquer que ça n'avait rien à voir. La vraie raison, ça a été une question d'influence. C'était une question de j'étais pas assez connu et j'avais un profil trop classique. Tu vois, Ouais. je répondais pas à des. Enfin, je m'en fous. Tu vois, mais. Enfin, en vrai, non, on s'en fout. En vrai, la vraie raison, je pense que c'est une question d'influenceur. Ils voulaient des mecs connus déjà, Ouais. pas assez connus. Et, parce que du coup, j'avais tout- une tête trop classique, je pense. J'étais Ouais. pas assez beau, putain, trop moche. Encore une fois, maman, je lui ai dit, putain, déjà dit plus la merde. Mais voilà quoi. Et pourtant, Et pourtant, mais c'est que qu'est-ce que après, t'es beau. à l'image, vous voyez qu'est-ce Mathis. que t'es sexy. Si vous avez que l'audio, Mathis Cattel est un dieu vivant. Genre, imaginez un Apollon grec. À chaque fois qu'il dit bonjour, une femme fait. Et ce soir quoi? Il a dit bonjour. Il est 7h, on est en cours de maths. Putain, Madame Pichon. Non, je suis moins beau et c'est pas grave. Je suis plus rigolo. Ah putain. Bon, bref. Mais non, et donc tout le process par lequel t'es passé pour de passer les auditions et tout, j'imagine que t'as eu un boost d'ego à ce moment-là où tu t'es dit attends, ça fait 1 an Que je fais ça. que je fais du stand-up, Je suis étudiant à côté. c'est fou. Et je suis pris par rapport à des mecs qui en font depuis 4 ans. Mais écoute-moi bien que j'étais persuadé Même que plus que c'était 4 ma ans. destinée. Bah C'était oui. ma destinée. J'étais en mode nickel. Le plan Ouais. est nickel chrome. Je me voyais déjà mettre la daronne à l'abri, lui dire arrête de travailler. Bah, et puis limite mettre les études de côté aussi. Ah, mais écoute-moi bien. Ça perçait. Je perçais. Ouais. Je mettais les études de côté. Je disais à ma daronne c'est bon, maman, t'inquiète, ce soir on mange du rhum sec tous les soirs. C'est fou, on mange déjà très bien chez Homme. Mais tu vois, je me voyais dire à un moment c'est bon, prends un emploi à mi-temps, je paye ma. Ouais. Je me voyais déjà sauver la famille, entre guillemets. Il n'y a pas grand chose à sauver, mais c'est mettre la daronne surtout. La daronne qu'elle arrête de travailler, quoi. Parce que là, c'est trop. Et heureusement, Flavien et Arthur Perrier, même Lucien. Arthur Perrier, il m'a dit idée chaude, tête froide. Il m'a dit idée chaude, tête froide. Il m'a dit chauffe-toi et tout sur ce que t'écris, mais reste humble. Tu vas exploser sinon. Et si t'exploses maintenant, mec, on se souviendra même pas de toi dans 2 semaines. Il avait raison. Et en vrai, c'est mon credo. Arthur Perrier, c'est un mec qui s'est lancé en stand-up, mais qui est déjà beaucoup dans le milieu de l'humour et tout. C'est un peu mon. Ouais, mais sensei, c'est sensei. Le mot, c'est sensei. Genre, idée chaude, tête froide, il m'a dit, trop intéressant. Et Veuflay m'a dit, moi, je travaille plus avec toi si t'arrêtes les études. Et trop raison. Même Lucien et tout. Trop raison parce que. En vrai, on n'en sait rien. Et c'est un milieu où on te fait des promesses et tout. Mais même le taf, tu peux pas tout quitter si t'as pas signé ton contrat de taf et que t'es pas embauché demain. Tu vois, si t'as pas commencé à faire le taf, c'est compliqué de tout plaquer. Donc ouais, en vrai, ça a été un bon premier coup dur pour me dire, bah déjà, t'es personne, gars. Reviens à qui j'étais déjà pendant un mois, une semaine, j'étais plus vraiment moi. J'étais en mode, je commençais à faire des trucs de. Non, mais je me suis pas perdu, mais je commençais à me voir et à me faire trop des rêves sur la comète. Genre, je me disais, bon, bah c'est pas grave. Genre, là, je vais acheter des cartes Yu-Gi-Oh! Mais c'est pas grave, je serai riche dans 2 semaines, tu vois. Donc j'ai acheté plein de cartes Yu-Gi-Oh! Oh putain, la bourse quand elle est tombée. Oh ouais, il y a que la bourse qui est tombée, hein, pas d'autre salaire. Mais tu sais, je commençais à vivre avec de l'argent que j'avais pas. C'était pas du tout mon comportement. D'habitude, je suis pas très dépensier, je vis pour les bons moments et tout, mais je ne pensais pas à des. Oh bah là, vas-y, je vais acheter ça d'un coup de tête. Je commençais à acheter des sapes et tout, mais vas-y. Mais pas des grosses sapes, mais des sapes que j'achetais jamais parce que je me dis j'ai de l'argent maintenant. Pas du tout. Et ouais, et parce que Flavien, lui, avant, il a été ingénieur. Je reviens sur ce que je disais. Flavien, avant, lui, a été ingénieur. Et du coup, lui, il a connu la vraie vie. Donc, il sait qu'un diplôme, c'est quand même pratique. Si jamais t'es au fond du trou, bah, tu peux commencer à faire un taf et prendre le temps de toi de te reconstruire de ton côté, quoi. Et ouais, bah, tu dois le connaître, ce moment où ton ego, il est tellement grand, tellement gros. Tu deviens pas une plus mauvaise personne, mais t'exacerbes tous les petits trucs qui, quand t'as un peu de confiance en toi, peuvent être mauvais. Bah là, mec, on parle pas de mauvais comportement, mais on parle de la surassurance. Faut être confiant. Faut pas être peut-être brûlé, quoi. Donc, idée chaude, tête froide. Si en plus, souvent, trop d'ego fait que t'es plus marrant. Ou alors t'es marrant, mais pour les potes ou pour certaines catégories de personnes, mais t'es plus marrant. Le but, c'est d'être plus marrant. Faut pas oublier qu'on est des grosses merdes. Moi, tous les matins, je me dis, je suis une grosse merde. On est au service des gens. Enfin, les gens, ils rigolent pas, on n'a pas de taf. Hein. Bah écoute, moi j'avais une dernière question, je pense, et on s'arrêtera là-dessus. C'est sur une note plus positive, où, voilà, au niveau de la collaboration, et je sais que tu es plutôt associé avec Lucien du Ouais. Ginette. Donc l'importance de la collaboration de manière générale dans le stand-up, et ce que toi, ça t'a apporté concrètement là, dans les derniers mois. Ah, trop bien. Ah, c'est une putain de question. Bah, s'associer. Moi, je crois que moi, je travaille beaucoup mieux en groupe. Enfin, je suis beaucoup plus efficace en groupe qu'en solo.
Parce qu'on a l'impression que le stand-up, c'est un truc vraiment de solitaire, mais pas du tout. Pas du tout. Déjà, Lucien, trop content, c'est lui qui, au début, a créé le Ginette Comedy Club, il était tout seul. Il cherchait quelqu'un pour l'aider. Et il connaissait un peu le collectif qu'on avait avec Flavien, Poulet de Feu, Alix, Augu, Amos, JP, Calu, Pierre, Matt Break, Rémi. J'ai dû en oublier. Tu fais tous les noms. Là. Nico. Et en gros, il a vu ce collectif et il voulait le plus fou du collectif. J'ai gagné la Palme d'Or. Allez, dehors les nazes. Et j'ai commencé à bosser avec lui sur le Ginette pour lui filer un coup de main en vrai et sur comment on voyait le projet. Et ça, je pense qu'on a été vraiment, on s'est dit qu'on était associés sur le Ginette Show. Quand on a fait le théâtre, là, on était tous les deux dans la merde. C'était nos sous qui étaient en danger. Là, on était, tu vois, il y avait ce truc de, on a connu des très bas comme des très hauts, quoi. Donc c'est trop bien. Mais comme avec Flavien, tu vois, moi, je sais, il y a toujours ce mythe de, c'est des mecs solos qui percent et tout. Mister V a toujours été très bien accompagné, tu vois, que ce soit par Samy, Théo Juice, ou là actuellement par Freddy Gladieux et Vincent Tirel. C'est un mec qui est bien accompagné par des auteurs et tout. Et en fait, je pense que le bon taf d'un artiste, en vrai, c'est d'avoir un truc à dire et tout, mais ok, trouver avec qui tu peux t'entendre pour que ça trouve le meilleur réceptacle ou la meilleure expression possible. C'est trop bien de se faire aider. Le mythe du self-made man, c'est pour les kiffeurs d'américains et tout. Ah, tu peux être trop fort, évidemment. C'est toi qui es sur scène, c'est toi qui es dans la vidéo. Mais c'est toujours plein de gens derrière et tout. Tu vois, c'est toujours un travail d'équipe. Moi, je n'ai pas honte à dire que je suis en team. Flavien, s'il n'était pas là, j'aurais au chômage. Lucien, s'il ne serait pas là, je jouerais quasiment pas par semaine. Enfin, tu vois, même toi. Mais Arthur Perrier, j'aurais sûrement explosé. Amos, à un moment, je serais mal habillé. Bon, je suis toujours mal habillé. Amos fait mieux ton taf. Alix, à un moment où j'avais des doutes et tout, elle m'a trop aidé. C'est que des teams. Moi, je fonctionne très bien en duo, en groupe et tout. Et c'est un truc. La collaboration dans un truc qui est censé être solitaire, c'est primordial. Tu n'auras pas un artiste de rap. Le comparatif avec le rap marche très bien dans le stand-up. Un artiste de rap, il perce. Ça fait déjà des mois qu'il est un des producteurs. La Chauffe, tu vois très bien la Chauffe. Ouais. C'est des mecs qui nous suivent avec le Ginette et on est en collaboration avec eux depuis longtemps. C'est un média. Bah vas-y, on leur fait un big up. C'est un média stand-up. Un média stand-up, la Chauffe, qui sont trop forts. Bah, ils sont passés dans Mondika. Ouais. Tu vois. Et bah, un des mecs qui le gère, c'est un producteur et l'autre à côté, c'est un ingénieur. Et le prod, il met en place son artiste et tout, ça monte. Enfin, c'est jamais. Quand vous voyez quelqu'un percer solo, ce n'est jamais quelqu'un de tout seul. C'est quelqu'un bien entouré. Et peut-être que c'est. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt de le cacher. Peut-être pour le plaisir du public, mais on commence à savoir. Et c'est tant mieux de savoir que c'est plus des groupes, au final, que des artistes solo, quoi. C'est clair. Voilà. Très bien. Collaborer, quoi. Ma grand-mère en 45. Ah, j'avais raison. Pardon, mamie. T'avais pas raison. Tu la mérites, cette calvasse. Eh ben, on va finir sur une blague un peu limite. Très bien. Ben, je sais pas si tu avais un dernier. Moi, je voulais te dire merci, Mathis. Et moi, je trouve que je voudrais plus t'entendre. C'est pour ça qu'on va refaire une heure d'interview. C'est moi qui pose les mêmes questions. Non, merci beaucoup, Mathis. Mais merci beaucoup à Dans la Lune. Moi, j'ai kiffé. C'était trop bien. Mec, on était trop bien assis. On a trop rigolé. J'espère que j'ai pas été trop chiant pour ceux qui écoutent ça. Bah écoute, franchement, c'est les gens qui jugeront. C'est les gens qui jugeront. Il n'y a pas de commentaires sur Spotify. Ils ont tous adoré. Voilà. Non, mais merci d'avoir participé à cette première émission. Je pense que c'était un peu foutraque. Tout était un peu bordel. C'est le pilote. On lance. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours sur mes réseaux. Vous m'envoyez un DM. Voilà, et moi, envoyez-moi, si vous faites des flancs, vos photos de flancs. Voilà. Tout à fait. Allez suivre Lucas sur les réseaux sociaux. Mathis Cattel. Il poste pas mal. Et cet homme est extrêmement drôle. Oh, chicken. Allez. Et bah, à très vite dans le prochain épisode. Bisous. Merci beaucoup.